Écoutez, je souhaite tout d'abord effectivement remercier Jean-Daniel Mathé pour cet exposé qui, comme vous l'avez vu, soulève de nombreuses questions. Et j'en ai retenu une, c'est vrai, la correspondance comme une analyse par écrit. La question, il semble qu'il donne une réponse en tout cas négative. C'est le transfert des corps et non l'écrit, et probablement ces écrits comme cause du transfert interminable, où il y a cette attente perpétuelle d'une nouvelle lettre et d'une nouvelle ponctuation. Évidemment que c'est quelques points qui, moi, m'interrogent plus particulièrement. Mais je voulais poser en fait une question, mais je sais pas. Il y a une lettre citée ici dans la préface, une lettre en fait de Freud à Jones, et où il lui dit, donc c'est en 29 mai 1933, Ferenczi vient de mourir, et il écrivait: Ferenczi avait la conviction que je ne l'aimais pas assez, ne voulait pas reconnaître son travail et que je l'avais mal analysé. Ses innovations techniques étaient en rapport avec cela. Il voulait me montrer de quelle façon aimante il faut traiter ses patients pour pouvoir les aider. Voilà. Freud, je ne sais pas ce que ça recoupe partie de ce que vous avez dit. Voilà, c'est. Après, j'aurais. Oui, je pense que oui. En tout cas, c'est effectivement l'analyse que fait Freud là des raisons. Alors, est-ce que ça réduit tout? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est comme ça que Freud explique en tout cas le transfert interminable de Ferenczi. Puisque au-delà de... C'est ça quand même qui est très particulier, puisque finalement Ferenczi à la fois est dans une espèce de tension comme ça permanente. Il essaye de s'arracher à Freud pendant des mois et des mois. Il ne va pas lui parler, il se fâche avec lui, il le boude, il lui tourne le dos, il se plaint de ne pas avoir été réélu par exemple à la présidence de l'IPA, alors qu'il avait été déjà pendant un moment. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas de permutation peut-être à l'IPA, donc effectivement c'était l'élection qui décidait bon. Et puis il y avait des manœuvres d'appareil, et en même temps Ferenczi est fatigué à la fin, donc, mais il ne reconnaît pas ça. Mais la manière dont Freud en parle, évidemment, donne une idée très précise de la chose. C'est-à-dire, il considère, et ça je pense que l'ensemble de la correspondance en témoigne, il considère effectivement que Ferenczi n'a eu de cesse que de se faire aimer de Freud, de se faire reconnaître par Freud. Mais j'ai envie de dire, je reviens à la question que je posais tout à l'heure. C'est toujours un petit peu compliqué. C'est vrai que probablement c'est le ressort de son rapport à Freud, mais Freud est l'inventeur de la psychanalyse, et donc au-delà de son transfert, c'était sans doute un peu compliqué de ne pas être dans j'allais dire, on voit bien le parti qu'a pris Lacan par exemple. Ceux qui m'aiment encore, a-t-il dit, après la dissolution de l'école freudienne de Paris. Ceux qui m'aiment encore. C'était effectivement, d'une certaine manière, l'idée qu'il y a un reste d'amour quand on a fait une analyse, ou quand et qu'il y a un reste d'amour, et que c'est avec ce reste d'amour-là qu'on fait une école. Et donc, moi je suis très frappé de ça. Ça m'a toujours beaucoup interrogé, surtout quand j'étais jeune analysant. Alors là, je dois dire que je m'en suis parmi. Les mille de Lacan à l'époque dont j'étais, effectivement, il venait de dissoudre l'école freudienne de Paris, comme j'étais un peu gauchiste à l'époque et tout, je trouvais ça formidable. On fait la révolution, on casse tout, casse la baraque, et à peine il organise une espèce d'assemblée populaire, il faut lui écrire ce qu'il aime encore.
Et à peine il fait ça qu'il dit qu'il va faire une autre école. Alors là, j'étais sidéré. Et effectivement, je crois que, a posteriori, évidemment, j'ai bien compris que, et pour Lacan, il n'était pas question, effectivement, de nier l'intérêt ou l'importance de l'institution analytique. Il s'agissait effectivement de tenter d'en maintenir, d'une part, le caractère vivant et d'autre part, l'orientation. Et effectivement, c'est pour ça, d'ailleurs, c'est évidemment une lecture qui continue à nous occuper, et que à l'école de la cause freudienne, dans les écoles du champ freudien de l'AMP, évidemment, on n'a de cesse que de tout le temps remettre sur le métier ce qui nous lie, ce qui fait le transfert, ce qui fait nos habitudes. On peut, à certains moments, on peut considérer qu'on est un peu agité, mais je pense effectivement que c'est à ces conditions-là que le discours analytique a quelques chances, c'est même pas garanti, mais a quelques chances de continuer à pouvoir exister, à pouvoir être repris par les uns et les autres. Parce qu'autrement, évidemment, et c'est ce qu'on a aperçu avec Freud, on voit bien comment il est embarrassé, Freud, avec ses histoires de rivalité entre les analystes. Il ne sait pas comment faire, il dit du mal des uns des autres lui-même, il est obligé d'arbitrer des trucs. Alors à certains moments il dit mais non, il n'était pas si méchant que ça, il est pas mal, et puis bon, et c'est infernal comme histoire. Et donc la seule manière qu'il a eue, c'est de consolider le truc. Il y a un chef d'église, et puis c'est une église qui va essayer de faire tenir ensemble les différentes chapelles. Bon, on voit bien que Lacan a trouvé une autre formule, lui, à la chose. Mais elle est pétrie, sa formule, de tout ça, de cette histoire-là. C'est pour ça que ça a un intérêt, la correspondance aussi. Parce qu'effectivement, on y voit tout ça à l'œuvre, ce nouage spécial entre, effectivement, les transferts, disons, le transfert et l'institution analytique. Et moi, j'ai trouvé ça, de ce point de vue-là, très enseignant. On pourrait d'ailleurs, en fait, vous parler, je te donne tout de suite la parole, on pourrait parler juste en fait, quand il y a tous ces problèmes avec les uns et les autres, et il y a des moments où il ne répond pas. Et on pourrait pratiquement aussi parler des silences, en fait, de Freud. Les silences quand il ne répond pas à ces longues lettres de Ferenczi, de plus en plus longues, de plus en plus qui demandent des réponses, et Freud ne répond pas. Voilà. Mais la fin de la vie, c'est le contraire. C'est Ferenczi qui ne répond pas. Absolument. Non, c'est tout à fait, c'est tout à fait intéressant de voir les nuances. Alors évidemment, c'est des épistoliers d'un type particulier, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la plume dans leur poche, ils écrivaient facilement. Bon, mais et puis c'est une époque où on écrivait sans doute plus, peut-être qu'aujourd'hui, encore que. Mais on voit toutes les nuances de la relation qui se joue dans ces lettres. Et c'est ça qui est très amusant. Je l'ai cité tout à l'heure pour les en-têtes, mais c'est pour beaucoup de choses. On voit comment Freud nuance ses interventions. Ça peut être de la colère où il balance les trucs avec une violence absolument inouïe. C'est inouï à certains moments. Il balance. Véritablement, il dit à l'autre ses quatre vérités. Et ça suffit comme ça. Et puis à d'autres, au contraire, où il prend beaucoup de gants, de précautions, où il joue de la tierce personne, quand même. Ce qui fait comme coup à Ferenczi, quand même. Il écrit à Gisela, alors qu'ils sont en train c'est quand même très très compliqué, il a la fille en analyse, il écrit à Gisela pour lui dire qu'elle est formidable, et en même temps il dit à Ferenczi, oh vraiment, je ne crois pas du tout à votre truc, c'est vraiment, ça n'a aucune chance d'aboutir. C'est très amusant, il joue d'une certaine équivoque autant que ce soit possible par l'écrit, parce qu'évidemment, c'est ça le point qui me paraît le point très important, c'est qu'effectivement l'écrit, d'une certaine manière, ça, quand il n'y a pas la parole, ça réduit l'équivoque. Ça réduit l'équivoque, ou au contraire, on peut dire, au contraire, ça la développe, mais sans que justement on puisse jamais tout à fait en jouer, puisqu'évidemment c'est écrit. Donc, puisque justement, quand on fait une interprétation et qu'elle joue de l'équivoque, il faut l'écrit d'une certaine manière pour comprendre que c'est une équivoque, mais c'est pas quelque chose qui est écrit, c'est quelque chose qui est dit.
Je voulais juste encore, François, je te donne la parole tout de suite, je voulais juste te dire encore, si j'y arrive à te donner la parole. Alors, c'est sur le... En fait, en 1910, Freud fait un article sur le sens opposé des mots originaires. C'est un article assez important, c'est pendant, d'ailleurs, qu'il correspond, il en parle à Ferenczi. Et alors, j'ai regardé le fameux mot dont nous avions parlé la dernière fois, puis c'était le mot tact. Et je voulais juste vous dire qu'en fait, ce mot pourrait être effectivement des deux côtés, comme ça, puisqu'il dit en même temps, donc en 1769, il dit, donc c'est dans le dictionnaire historique de la langue française, juger rapidement sur de faibles indices, ce serait le sens du mot tact, notamment en ce qui concerne les usages du monde et les convenances. Voilà, donc faibles indices. Et en 1835, en fait, le sens, c'est plutôt délicatesse et doigté. Donc voilà, on pourrait dire en fait sur ce que le mot représente. Mais je vais donner la parole à François Ansermet. Donc merci beaucoup pour cet exposé qui propose une méthode de lecture d'une correspondance qui est très... ça donne vraiment envie, quoi. C'est-à-dire que de le lire comme ça, en disant que ce débat analytique qui est en jeu est une méthode, au fond, peut-être révélée par certains débats actuels de façon nouvelle et particulière, parce qu'autrement on pouvait le lire plus théoriquement. Enfin. Alors par rapport à ça, je me disais, c'est vrai qu'il y a un double intérêt à cette lecture que moi je vois après ton exposé. Un côté, c'est ce que je constate dans chacune de ces correspondances, c'est-à-dire le côté de Freud qui pousse ceux qui sont avec lui à aller dans des zones où il a besoin de leur exploration. C'est-à-dire qu'il y a un côté, je me souviens de ce livre très ancien d'un collègue chéri qui s'appelait Géographie du champ freudien. Et je trouve qu'il y a un côté géographie du champ freudien, c'est-à-dire c'est un historien en fait de la théorie analytique qui a fait des travaux très intéressants et puis ensuite a arrêté ce champ. Et il dit chaque élève de Freud va explorer des points particuliers et on lit Freud comme poussant quelqu'un à faire cette exploration. C'était très frappant chez Jung, c'est aussi très frappant chez Ferenczi autour de l'acte, de la résistance, de l'élasticité et de l'amour et des passions transférentielles. Et après, Ferenczi produit des théories, l'hypocrisie professionnelle, enfin toutes sortes de choses, et puis Freud dit oui ou dit non, prend ou ne prend pas dans son élaboration. Deuxième point, donc c'est pousser l'autre à l'exploration des zones inexplorées de la géographie du champ freudien. L'autre, alors, qui trouve très présent dans l'ahurissante correspondance Freud-Ferenczi, c'est comme tu l'as dit, le contre-coup du désarroi de l'acte analytique. C'est-à-dire qu'il y a un versant qui est passion transférentielle, et puis l'autre versant qui est le réel enjeu dans l'expérience. Et alors, cette correspondance, elle est en tension entre les passions transférentielles qui brouillent les pistes, et puis ce réel enjeu dans l'expérience qui est tout à fait présent. Et là, je me disais, à les lire, on se dit, est-ce que c'est un réel rencontré, c'est-à-dire comme reste du processus d'exploration, ou c'est un réel produit par l'opération. C'est-à-dire, et ça me semblerait un enseignement d'une correspondance, puisqu'on aurait inscrit quelque chose que personne n'a, parce qu'évidemment une analyse, on a peut-être le témoignage de l'analyste sur le pas de l'analysant à l'analyste, mais on n'a pas la matière même dans les mots, même s'ils ne sont pas dans l'équivoque, etc., autour de ce traitement du désarroi mis en jeu par l'expérience analytique. Sans doute, je ne vais pas répondre à la question, parce qu'effectivement, il faut probablement le laisser comme question. Il faudrait
reprendre ça avec cette piste, mais c'est une piste très intéressante. Ce qu'on peut dire quand même, ce qui m'est sensible, c'est effectivement le rapport de Ferenczi à la médecine. C'est un rapport fort. Il rentre dans la psychanalyse avec ça, il est un clinicien convaincu, et on peut dire qu'il est agacé au début de sa pratique, on en trouve des témoignages, il est agacé par le fait effectivement du manque de rigueur de ses contemporains sur les questions cliniques. Donc quelqu'un qui a un rapport au réel comme impossible à supporter, qui est spécial, déjà. Et puis, après, d'une certaine manière, c'est quand même troublant de voir comment ce type, qui était plutôt, j'allais dire, bien orienté dans son milieu professionnel, puisque finalement un médecin qui, un chercheur qui voulait apporter sa contribution dans les questions cliniques, est complètement, j'allais dire, brouillé, désorienté par le transfert. Parce que quand même, je veux dire, même si effectivement... Alors, en tout cas, c'est l'effet que nous donne la correspondance. Parce qu'effectivement, malgré tout, si on prend la liste de ses travaux, il est peut-être plus orienté qu'il n'y paraît. Mais qu'il n'y paraît dans la correspondance. Mais dans la correspondance, effectivement, la passion transférentielle gomme effectivement cet aspect de pertinence comme ça. Alors, est-ce que, au-delà de la difficulté qu'a eu Freud à obtenir quelque chose de Ferenczi, au-delà du fait que Ferenczi lui-même n'a pas tout à fait obtenu ce qu'il attendait de Freud, eh bien, effectivement, est-ce qu'on peut dire que là, s'est dégagé, a été produit un type de réel, comme tu le dis, qui peut-être effectivement fait l'originalité de cette correspondance, et que finalement, on pourrait dire Lacan a saisi. Parce que Lacan, il a saisi quelque chose là. Alors, il n'a pas saisi la correspondance, qu'elle n'était pas accessible. Souvenez-vous, c'est Baline qui négociait avec justement avec Gisela, etc. dans les années 60. Il a lu à travers Jones. Il a lu à travers Jones. Jones avait des extraits de la correspondance. Ouais. Et Lacan, il a eu accès à travers Jones. Peut-être des extraits, et puis il a lu les textes, parce que quand même... Surtout les textes. Voilà, je veux dire que c'est surtout sur les textes qu'il s'appuie, sur les puisque finalement, dans la correspondance, on trouve quand même beaucoup d'allusions aux différents textes. Oui. C'est pour ça que ça brouille un peu, d'ailleurs, disons, l'apport théorique de Ferenczi, parce que la passion transférentielle... C'est vrai que lorsque vous avez fait le rapport entre l'élasticité de la technique, ce texte, et puis Lacan, on aurait voulu savoir un peu plus, parce que Lacan lui-même n'a jamais écrit sur la technique, sur sa technique, et en même temps, on sait bien que Lacan, c'est le grand maître de l'élasticité technique. Et puis, ça a évolué pendant sa vie. La technique de Lacan au début, complètement différente de la technique de Lacan à la fin. Bon, là, on échappe peut-être un peu à la correspondance. Non, il faudrait voir si le terme d'élasticité concernant la pratique de Lacan convient. Parce que, disons qu'il a utilisé une grande liberté, disons, dans son approche des standards, dans son traitement de la relation avec l'analysant, dans sa pratique interprétative, dans sa pratique de scansion. Il a une grande liberté. Je ne suis pas sûr que ça corresponde tout à fait à la dimension d'élasticité dont parle Ferenczi. Oui, certainement, d'autant plus que pour Ferenczi, c'était surtout verbal. Voilà. Ce qui est très intéressant chez Ferenczi, c'est qu'il a cette passion par la vérité, et en même temps, son élasticité, c'est une grande remise en question de la vérité de l'analyste. C'est pas ? C'est ça. Une technique de la relativisation perpétuelle. Voilà. Alors, donc, je crois que c'est le point d'ailleurs que relève Lacan, c'est effectivement la contribution la plus importante de Ferenczi. Paradoxalement, c'est effectivement le retour sur ce qu'il peut dire de l'analyste. Ce qu'il a pu construire comme, finalement, théorie de l'analyste. Et c'est là où il est le plus riche. Oui, et comme vous avez dit, il y a un moment où il parle de la résistance de l'analyse. Voilà, absolument, comme résistance. C'est là qu'il y a un mouvement, on pourrait dire, d'un réel rencontré
montrer un réel produit Voilà. dans la confrontation avec Freud et aussi peut-être dans sa reprise par Lacan. Voilà. Parce que là, d'un côté, il y a de l'élasticité chez Neckenchi, chez Lacan, c'est plutôt la coupure. Voilà. Et en même temps, Freud ne voit pas trop cet aspect-là des choses. Il l'aperçoit dans le dernier texte, dans L'infini infini, quand il rend hommage finalement à la technique de Ferenczi, et il considère qu'il y avait plus de choses à y lire que ce qui a été lu. Bon, je crois qu'il avait été très intoxiqué entre guillemets par le discours de Jones aussi, hein, qui vraiment là avait. Hein? Et Heintingen aussi, oui, qui étaient les luttes de pouvoir et sans doute aussi. Voilà, ils se supportaient pas, je sais pas quoi. Mais on peut entendre, excusez-moi juste, on peut entendre aussi élasticité par Lacan, comme effectivement, comme quand Freud dit les obéissants, ceux qui m'ont trop obéi, qui ont pris les choses. Et en fait, Lacan, lui, rompt avec les post-freudiens qui sont trop obéissants aussi. Enfin. Mais après le passage que tu nous as lu tout à l'heure, on pourrait dire d'une certaine manière que ce qui est d'abord élastique, et ce du passage que tu as lu le prouve en somme, c'est les rapports de Ferenczi à Freud. Et il prend acte en somme de ce rapport. Le passage que tu disais, je trouvais était assez exemplaire. On voit que c'est la résultante de son travail, elle est calquée sur son rapport à Freud, hein, 42-5. Et au fond, si Lacan a réussi à faire quelque chose peut-être d'un peu plus, c'est d'aller jusqu'au point où dans l'acte analytique, on fait péter l'élastique. Où on arrive à empêcher quelque chose qui s'éternise au fond, non? Il a essayé. Il a essayé. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? On va devoir rendre la salle, je crois. Hein, c'est ça? On doit arrêter. Ça va? Vas-y encore. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier donc Jean-Daniel Maté et vous d'être venus ce soir. Vous dire que la prochaine donc a lieu le 28 janvier, c'est ça? 21 janvier à 19h, et que la personne qui sera à la table c'est Falseder. Falseder, c'est un des responsables, un des co-responsables de la traduction. Voilà, de la correspondance avec les autres. Lui, toutes les notes. Voilà, ah voilà. Et je voulais aussi vous dire que le même jour que ces fameuses lettres, hein, il y avait, si vous achetez la correspondance entre Freud et Heintingen, maintenant qu'on est parti, le même jour, le 15 janvier, il y a une lettre en fait de Freud à Heintingen qui concerne la Suisse. Et où il lui dit en fait, le groupe suisse est sorti, et parce qu'en fait, ils étaient contre l'analyse profane, et il dit en fait c'est incroyable, enfin bon là je vous cite de mémoire parce que si je retrouve le papier, et il lui dit en fait les Suisses ils n'en ont pas fini avec la libération de leur pays par rapport aux Autrichiens. Voilà, c'est juste pour terminer sur une note un peu d'humour. Maintenant 21 janvier à 19h avec Fassel. Et encore merci à Jean-Daniel Maté d'être venu. Malgré ses nombreux. Renato, tu as donc